Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Science on tourne. Donc je vous le disais, destinée aux glaciers, à la fonte des glaciers, à la fonte des glaces. Ce Science on tourne est intitulé Fonte des glaces. Un drame merveilleux. C'est évidemment en liaison avec l'exposition qui se trouve actuellement au Rolex Learning Center, exposition de photos de Robert Bolognesi. On aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard. Donc on va s'arrêter pendant ces 3 quarts d'heure sur cette fonte des glaciers qui est plus contestée, quasiment indéniable, en tout cas en Suisse. Je pense que vous avez tous vu des images de ces glaciers des Alpes, des photos d'il y a 100 ans, des photos d'aujourd'hui où on voit ce recul petit à petit. Mais on va aussi aller plus loin, en Arctique, en Antarctique, se poser la question de ce qui se passe ailleurs et quelles sont les raisons finalement de cette fonte des glaciers. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir 2 spécialistes. Martin Benniston, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes climatologue à l'Université de Genève. Et Robert Bolognesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Météorisque qui s'occupe de neige et d'avalanche. Vous êtes nivologue. Alors vous allez nous expliquer dans un instant à quoi ça correspond. Et c'est vous qui avez fait les photographies, les très belles photographies de cette exposition qu'on peut voir ici, qui ont été faites autour du Groenland. On va discuter de tout ça, de cette fonte des glaciers pendant une petite demi-heure. Et puis ensuite, c'est vous tous qui aurez la parole et qui pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent à nos 2 invités. Mais peut-être, pour commencer, je le disais, vous êtes nivologue, Robert Bolognesi. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots à quoi ça correspond, nivologue ? Oui, la nivologie, l'étude de la neige, comme la météorologie, l'étude de l'atmosphère, dans le but de prévoir le temps et d'éventuelles catastrophes. La nivologie, l'étude de la neige, dans le but de prévoir l'évolution de la neige et d'éventuels événements problématiques comme les avalanches. Donc l'étymologie de nivologie n'a rien à voir avec le niveau, mais... Non, avec la neige. Avec la neige, d'accord. Alors, on le constate, en Suisse, je disais, les glaciers reculent petit à petit. Est-ce qu'on doit uniquement imputer ça à un réchauffement climatique ou est-ce qu'un glacier, c'est vivant, ça va, ça vient, ça recule, dans 50 ans, ça réavancera? Martin Benniston? Bon, c'est clair qu'il y a 2 conditions principales pour qu'un glacier existe et survive. C'est des conditions évidemment de température suffisamment basse pour qu'on n'atteigne pas trop longtemps et de manière trop persistante le niveau de fusion. Et puis il faut également des conditions de précipitation permettant l'accumulation de la neige qui va se transformer en glace. Donc si l'une ou les 2 conditions ne sont plus réunies, alors là vous allez effectivement avoir des glaciers en phase de recul. Et quand on voit que dans les Alpes, en Suisse, à différentes altitudes, mais surtout à haute altitude, on assiste à un réchauffement moyen entre le début du XXe siècle et aujourd'hui d'environ 1,5 à 2 degrés, quelle qu'en soit la cause. C'est clair que ça a une influence très négative sur le bilan des glaciers. Mais est-ce que ce réchauffement climatique dont vous parlez n'apporte pas plus de précipitations ? Alors, c'est clair. Et donc contrebalance en fait la baisse de température. Oui, théoriquement, un climat plus chaud contient plus d'humidité dans l'atmosphère. Plus d'humidité veut dire plus de précipitations, mais pas nécessairement aux endroits où on voudrait avoir ces précipitations. On estime, si on voulait compenser l'effet de la hausse des températures sur le recul des glaciers, il faudrait apporter pour chaque degré de réchauffement entre 300 et 400 mm de précipitations annuelles supplémentaires. C'est un petit peu alors ça ne me parle pas. Donc, ça veut par rapport dire, à ce qu'on a actuellement, on a combien? Dans les Alpes, on tournerait autour de 1500-2000. Donc ça ferait donc 20%, 20-25% de plus, ce qui est vraiment beaucoup, quoi. Et de manière durable, quoi. Et ça, Robert Bolognesi, on ne le constate pas actuellement. C'est pas compensé. Non, on ne le constate pas. Puis on voit une très grande irrégularité des précipitations d'une année à l'autre, avec des années peu arrosées, des années au contraire on a beaucoup de neige, et puis surtout des périodes de précipitations qui peuvent beaucoup varier. Un glacier peut perdre 2 mètres de glace dans un été, et pour fabriquer 2 mètres de glace, il faut plus de précipitations que seulement un hiver. Donc dès qu'on a vraiment de la fonte forte en été, le glacier va se trouver en bilan négatif. Ouais, c'est ça, ça se reforme un petit peu en hiver, mais ensuite ça refond un petit peu plus. Ouais, ça refond beaucoup plus en été. Beaucoup plus. Et ça, c'est systématique chaque année depuis combien de temps? Ou c'est pas systématique? Moi, je ne l'ai pas vu de manière tout à fait systématique, mais presque. Et depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc depuis 30 ans, on voit presque systématiquement un déficit annuel.
Ça, c'est un constat qu'on peut faire en Suisse. Est-ce qu'on le fait à l'échelle mondiale, ce constat? Ou est-ce qu'il y a des endroits où, au contraire, on voit les glaciers qui gagnent du terrain? Alors, il y a eu une phase dans les années 90 où les glaciers scandinaves en Norvège ont avancé, justement par cet effet d'une augmentation des précipitations. Dans le même temps, on était dans une logique d'hiver relativement peu enneigé, plutôt doux, fin des années 80 et début des années 90 dans les Alpes. Et c'est lié à des phénomènes un peu oscillatoires sur l'Atlantique Nord, qu'on appelle l'oscillation de l'Atlantique Nord. Et quand on est dans une phase plutôt sèche et chaude dans les Alpes, c'est plutôt humide et en Scandinavie, par exemple. Mais si on regarde en moyenne les montagnes des moyennes latitudes, y compris les latitudes, je dirais même équatoriales, toutes ces latitudes connaissent des glaciers qui sont en nette phase de recul. Donc qu'on soit en Alaska, dans les Rocheuses, au Kilimandjaro, à l'équateur en Afrique, etc. Il y a très très peu de glaciers de montagne aujourd'hui qui sont vraiment en phase d'avancée, sauf exception comme au sud de la Nouvelle-Zélande, de nouveau parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Là, vous avez quelques exceptions qui peuvent s'expliquer par des conditions locales très particulières. Et en Antarctique, où il y a des glaciers aussi de montagne? Oui, si vous voulez, l'Antarctique, c'est un peu différent vu que c'est une calotte de glace et qui, par simplement son poids, sa pression, pousse la glace vers l'extérieur, vers l'océan. Et ce qu'on constate quand on regarde des photos satellites depuis quelques années, c'est qu'il y a une accélération du mouvement des extrémités de la calotte de glace proche de l'océan. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui accélère le processus. Ce n'est pas vraiment de la fonte, puisqu'il fait encore extrêmement froid, mais il y a quelque chose qui est en train de déstabiliser lentement, mais sûrement, la calotte de l'Antarctique. Mais là, avec ce que vous dites, ça veut dire qu'elle est en train de s'étendre, cette calotte, vu que ça pousse un petit peu plus vite? Ça évacue les glaces un peu plus vite vers les bords, vers le bord du continent, si vous voulez. Mais en surface de glace, ça devient plus grand? Pas vraiment. Non, volume de glace peut-être un tout petit peu parce que vu qu'un climat plus chaud permet plus de précipitations, il y a un peu plus de précipitations sur certaines parties de l'Antarctique qui s'accumulent sous forme de neige et donc qui constituent une masse de glace peut-être un peu plus volumineuse. Alors on a l'effet exactement inverse au niveau du pôle Nord, au niveau de l'Arctique. Et ça, vous l'avez constaté ou pas? C'est vous qui avez fait ces photos en Arctique justement au Groenland. Là, on voit vraiment une diminution des glaces. Alors, le Groenland est soumis au même phénomène, donc cette accélération des glaces depuis le centre de l'île jusque vers les côtes, et donc une grosse production d'icebergs. Donc c'est le même fonctionnement finalement que ce qu'on a au sud. Mais on a l'image qu'on voit régulièrement de cette calotte polaire arctique qui diminue d'année en année. Là, on a l'effet contraire de ce qui se passe en Antarctique où elle est à peu près stable, vous disiez. C'est pas tout à fait la même chose dont on parle parce que cette diminution qu'on voit de la glace dans l'Arctique, c'est la banquise, c'est la glace de mer. Donc c'est une glace qui a entre 50 cm d'épaisseur au plus fin jusque 2 à 3 mètres d'épaisseur. Alors que là, les calottes glaciaires de l'Antarctique ou du Groenland, il s'agit d'épaisseurs de glace de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres. Donc c'est pas tout à fait le même phénomène et cette pulsation qu'on a dans le Nord n'est pas comparable à ce mouvement de glace qu'on a en Antarctique. Et l'année dernière, on avait l'impression que c'était un phénomène inéluctable, cette fonte des glaces, mais vous me disiez tout à l'heure que l'année dernière, la quantité de glace ou la surface de glace en Arctique n'a pas diminué, elle est restée très très importante. Elle était plus importante que l'année d'avant. Alors le moment où cette surface était mesurée, c'était le moment où la banquise était au plus bas. Et en 2013, on avait 5 millions de kilomètres carrés, alors qu'en l'année précédente, en 2012, on avait 3,5 millions de kilomètres carrés. Donc pour une fois... ça se reforme. Oui, puis d'une manière considérable. Alors là, on peut peut-être considérer que c'est un incident climatique ponctuel. En tout cas, cette extension de la banquise, encore une fois la glace de mer, était absolument spectaculaire. Ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, ça? Ou est-ce qu'un événement ponctuel ne permet pas de dire... voilà. Effectivement, un événement ponctuel n'est pas un signe ou une négation
d'une thèse. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que le système climatique, que ce soit sa composante atmosphérique, océanique ou de glace, est un système extrêmement bruyant, c'est-à-dire une grande variabilité d'année en année. Vous pouvez avoir le système qui peut être bloqué pendant quelques années dans un mode particulier, celui qui a peut-être valu cette diminution très spectaculaire de la banquise sur l'océan Arctique. Et peut-être qu'on est sorti de ce mode bloqué en 2013, ce qui a permis une reconstitution du moins partielle des glaces d'antan. Mais ça pourrait se prolonger sur le long terme? On pourrait de nouveau avoir de la glace en Arctique normalement pendant les 20 ans à venir, vous pensez ou... Ça, c'est physiquement plausible. Je veux dire, souvenez-vous, dans les années 90, on disait que les hivers bien enneigés dans les Alpes, c'était fini. Puis on a vu passablement d'hiver dans la dernière décennie. Souvenez-vous d'il y a 2 ans seulement, 2012, avec cet hiver extrêmement froid. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis et au Canada, c'est un mode bloqué, froid, de l'autre côté de l'Atlantique. Et en fait, on est dans le même système, mais avec de l'air exceptionnellement doux, exactement, qui nous touche depuis décembre. Oui, tout à fait. Robert Bolognesi, vous avez présenté plein de photos ici de l'Arctique, justement, de cette fonte des glaces autour du Groenland plutôt. C'est très spectaculaire, hein, c'est vraiment des belles images d'icebergs qui flottent et tout. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Quel est le message que vous voulez faire passer au public à travers cette exposition? Bon, d'abord, j'ai voulu montrer que c'est un milieu qui est extrêmement beau, très sauvage, qu'on connaît mal, qu'on imagine toujours très blanc, gris, bleu, austère, et au contraire, de temps en temps, on a des lumières très chaudes et c'est tout à fait étonnant. Donc la première intention, c'était de montrer une belle nature. Et quand on assiste à ces spectacles, ben forcément, on est ému et puis forcément, on a envie de partager cette émotion. Donc ça, c'est le message principal, montrer quelque chose de beau, enfin que je trouve beau. Puis le deuxième message, c'est peut-être inciter tous ceux qui verront ces images à en prendre soin de cet environnement exceptionnel qu'on peut avoir. Et on peut faire quoi? C'est très global comme question. Oui, évidemment, on sait très bien que les relations directes entre ce qu'on peut faire ici puis le mouvement des glaces n'est pas très bien établi. Mais toujours est-il, on peut se dire que on a une belle planète et puis plus on en prend soin et mieux ça vaut. Donc on peut commencer par toutes sortes de petites actions au quotidien, et utiliser moins de sacs en plastique, faire du covoiturage, etc. Mais d'une manière générale, essayer de consommer d'une manière un peu plus raisonnable. Toutes les photos que vous avez exposées, c'est un mélange de glace et d'eau, donc uniquement d'iceberg, alors quelle que soit la taille. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'iceberg quand ça fait quelques centimètres de large, mais c'est uniquement ce mélange glace et eau. Ça, c'est un message pour dire, regardez, c'est en train de fondre. C'est avant tout pour dire, regardez comme c'est beau. Et on sait que c'est en train de fondre en ce moment parce que le glacier principal qui produit ces icebergs s'accélère beaucoup. Donc les quantités de glace qui sont produites dans l'océan sont encore plus grandes, c'est encore plus spectaculaire. Donc l'idée est vraiment de montrer quelque chose qui est étonnant et qui est d'une grande beauté, de manière à ce qu'on en prenne le plus conscience possible. C'est pas un message direct en disant voilà, on a des glaces qui fondent, donc on doit faire ci et ça. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt montrer ce qu'on a et qui est quand même pas si fréquent. Martin Meniston, ces glaces qui fondent, on parlait de 1,5, 2 degrés dans les Alpes. Au niveau du Groenland, on a des augmentations de température qui sont encore un cran au-dessus actuellement. Non, je crois que ça se situe dans les mêmes... peut-être un peu plus, effectivement, puisque depuis le début de certaines observations, on voit que les régions polaires semblent se réchauffer plus que la moyenne planétaire. Et certaines stations en bordure de l'océan Arctique, nord de l'Alaska par exemple, nord de la Sibérie, on est plutôt autour de 3 degrés et demi. Hein. Depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Donc ça reste quand même froid en hiver, mais c'est un changement qui est en partie, on peut l'attribuer en partie justement au recul de la banquise, peut-être un raccourcissement de la saison hivernale qui fait en sorte que vous générez moins de froid qu'il y a 50 ou 100 ans en arrière dans la région. Et donc, ça se répercute finalement par rétroaction à l'ensemble du système climatique. Donc, je ne comprends pas comment on génère moins de froid. Si vous avez une banquise qui est rétrécie, vous avez une surface de glace qui réfléchit moins d'énergie solaire, qui a un contact moins grand avec l'atmosphère, donc pour refroidir les basses couches de l'atmosphère, et vous permettez de l'énergie d'être absorbée
par l'océan qui prend la place de la banquise, l'océan qui a des couleurs sombres, qui absorbe au contraire de l'énergie. Donc vous avez différents mécanismes de réchauffement dans les régions polaires liés à ce qui se passe dans les couches superficielles de l'océan et dans les basses couches de l'atmosphère. Ça veut dire que c'est un système qui pourrait s'emballer même ? Absolument, oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on voit depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quelque chose que beaucoup de climatologues et de spécialistes des glaces n'anticipaient pas. C'est la vitesse à laquelle on est passé d'une relative stabilité dans les années, jusqu'aux années 80, début des années 90, à cette perte massive de glace, à la fois au niveau de la banquise de l'océan Arctique, mais aussi au niveau du volume de glace sur le Groenland, par exemple. Donc ça, c'est vraiment peut-être un signe d'une accélération, d'une rétroaction très positive dans le système qui n'était pas du tout anticipée, je dirais, il y a 10 ou 15 ans en arrière par les spécialistes qui pensaient que ça allait arriver dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Vous avez monté l'année dernière un projet Deepwater Horizon avec le bateau Planète Solar, bateau solaire, et vous avez étudié le Gulf Stream, donc qui amène finalement de la chaleur depuis l'Amérique centrale jusque dans le nord. Est-ce que ça aussi, des éventuelles modifications dans le Gulf Stream pourraient expliquer la fonte des glaciers au-delà des changements climatiques globaux ? Tout est lié finalement. Si vous avez une perturbation du Gulf Stream, c'est certainement dû à des conditions atmosphériques qui changent, qui communiquent la chaleur à l'océan, qui perturbent ce courant assez complexe puisque c'est un courant en 3 dimensions avec une contribution à des courants en profondeur qui se manifestent justement dans le triangle Islande, Spitsberg, Groenland. C'est là que par des changements de densité de l'eau, à cause des conditions froides, à cause d'une concentration du sel dans les eaux superficielles, ces eaux vont être suffisamment denses pour plonger à des grandes profondeurs. Maintenant, si vous changez les conditions de température, si vous élevez les températures, ne serait-ce que d'1 degré ou peut-être un peu plus, vous allez peut-être changer la densité de l'eau pour qu'elle n'ait plus suffisamment de densité pour plonger en profondeur. Et donc alors elle reste chaude en surface Elle pourrait rester en surface et c'est un petit peu comme si vous grippiez le mécanisme d'un tapis roulant. Tout le tapis roulant s'arrête, les eaux de surface ainsi que les eaux en profondeur. Mais alors ça voudrait dire que le Gulf Stream n'apporterait plus de chaleur de l'Amérique centrale. Alors paradoxalement, ça pourrait ramener des conditions extrêmement froides des deux côtés de l'Atlantique. Et c'était une crainte, je dirais, dans les années 90, lorsqu'on commençait à regarder comment le système planétaire pourrait réagir au réchauffement. Et une des craintes, ça serait que le Gulf Stream s'arrêterait ou serait très fortement ralenti et permettrait ainsi de ramener des conditions très froides des deux côtés de l'Atlantique et de manière ultime sur l'ensemble de la planète. Donc ça aurait pu renverser la tendance au réchauffement. Aujourd'hui, on est un petit peu plus avancé dans nos connaissances et on pense que si c'est physiquement plausible, ça reste très peu probable, en tout cas au XXIe siècle, parce que le Gulf Stream est quand même beaucoup plus robuste que ce qu'on pensait il y a encore 15 ans en arrière. Faites-nous peur, si jamais le Gulf Stream s'arrêtait, on aurait quoi comme température en Suisse ou on serait un en petit Europe, peu comme au Québec, comme à Québec, avec peut-être moins 30 en hiver à Genève. C'est sympa. On aurait peut-être de nouveau de la neige un petit peu plus à basse altitude. On va revenir sur l'aspect suisse, ce qui se passe en Suisse au niveau des modifications et des fontes de glace et de neige. Robert Bolognesi, vous êtes spécialiste des avalanches, donc vous vous occupez beaucoup de neige. Cet hiver, c'est juste incroyable. On n'a pas eu de neige à basse altitude, sauf erreur, à Lausanne. Je crois qu'on n'a quasiment eu aucun jour de neige. C'est normal, il faut s'inquiéter. Alors effectivement, on a eu peu de neige, on a eu un hiver relativement doux, mais à haute altitude, on a des quantités de neige qui sont tout à fait dans les normales saisonnières. On n'est pas dans un hiver qui est spécialement sec, mais à haute altitude. Par contre, comme on a eu des températures assez douces, la limite pluie-neige était assez élevée, ce qui fait qu'on n'a pas vu de neige en pleine. Et ça, c'est une tendance qui se généralise ces dernières années. Encore une fois, c'est difficile de parler de tendance parce qu'on a une période d'observation qui n'est pas très très longue et puis on a de tels écarts d'une année à l'autre qu'on peut toujours calculer des tendances, mais est-ce qu'elles ont encore une signification sur une si petite période de temps compte tenu des écarts? C'est difficile à interpréter. Petite période de temps, ça fait quand même 10, 15 ans, 20 ans qu'on entend les gens dire oui, mais autrefois il y avait beaucoup plus de neige. C'est pas suffisant, 15 ou 20 ans? Non. Les gens se trompent
Il y a les deux choses. Il y a 15 ans, c'est évidemment pas suffisant, c'est clair, quoi. Il y a qu'à se souvenir, 2011, 2012, on avait de la neige jusqu'en peine en quantité au mois de décembre. L'hiver dernier, on a eu des cumuls de chutes de neige de l'ordre de 8 mètres seulement sur décembre, ce qui est plus que tout un hiver sur d'autres années. Donc ça donne une idée de cette grande variation. Et puis quant à l'affirmation de dire qu'on avait plus de neige avant, je pense que quand on est petit, on voit toujours beaucoup plus de neige. Et quand on regarde les statistiques, effectivement, fin des années 80, on avait très peu de neige. C'est dans ces années justement que l'enneigement artificiel a été lancé dans les Alpes. Quand on voit fin des années 90, 99 en particulier, on avait au contraire des fortes chutes de neige. Il y a eu toutes les fameuses avalanches. Donc dire qu'on avait plus de neige avant que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel et de sensations, mais si on regarde vraiment les chiffres, c'est pas aussi évident. Donc ça veut dire que toutes ces stations de moyenne altitude qui disent « Ah, on est inquiet pour l'avenir et tout », vous leur dites « Non, non, tout va bien ». Je dirais, l'inquiétude, c'est pas bête de l'avoir, puisque en anticipant un petit peu, on peut se prémunir d'un risque qui peut-être pourra se réaliser. Donc l'inquiétude, c'est pas trop gênant. Maintenant, la réalisation de ce risque est vraiment pas avérée. C'est sûr que si ces températures continuent à augmenter, la limite punaise aura aussi tendance à augmenter et les stations de basse altitude auront certainement plus des enneigements continus pendant tout un hiver, mais peut-être des périodes dans l'hiver sans neige au sol. Donc c'est bien d'en tenir compte dès maintenant et de prévoir peut-être d'autres orientations dès maintenant, mais qui devront réellement fonctionner peut-être dans 50 ans ou peut-être dans 100 ans. Je ne suis pas sûr que les industriels qui s'occupent des remontées mécaniques pensent à 50 ou 100 ans, si. Enfin, vous avez des contacts avec eux, hein, Oui, bien sûr, régulièrement. Normalement, non, puisque eux réfléchissent dans l'aménagement en fonction des périodes d'amortissement des installations et de ces choses-là. Donc, ce qui va se passer dans 50 ans, les gens peuvent essayer de prendre des directions, mais ce n'est pas ce qui va définir leur décision actuelle. Actuellement, ils ont un horizon à 20 ou 30 ans. Et c'est assez compréhensible. Alors ça, c'est pour les chutes de neige. Les avalanches, puisque vous travaillez là-dessus, même constat, pas vraiment de différence entre autrefois et aujourd'hui? Oui, encore une fois, on a des échantillons qui sont tellement bouleversés qu'on a du mal à faire des statistiques sérieuses. D'une part, de loin, on n'observe pas toutes les avalanches qui se produisent, mais seulement les principales sur les grands couloirs. Pour le Valais, c'est par exemple 3000 couloirs qui sont considérés comme grands couloirs importants qui peuvent menacer soit des régions habitées, soit des routes, soit des installations techniques. Mais il y en a évidemment beaucoup plus. C'est déjà pas mal, 3000 pour faire des statistiques, non? Pas tellement, parce que on a le problème que les conditions ont varié. Par exemple, 1951 en Suisse, il y a eu beaucoup d'accidents, presque 100 morts, mais à cette époque-là, beaucoup de zones n'étaient pas équipées. Depuis, on a mis des paravalanches. Donc on ne peut absolument pas comparer l'activité de 1951 avec celle de 99, par exemple. Ça, c'est pour l'activité qui touche vraiment les habitations et les routes. Et puis, pour ce qui touche les skieurs, on ne peut pas non plus comparer parce que la fréquentation de la montagne a complètement explosé. Donc le nombre de pratiquants est tellement plus important maintenant qu'autrefois qu'on ne peut pas comparer le nombre d'accidents. Et les pratiques elles-mêmes ont changé. Non seulement il y a plus de monde, mais les gens ne font pas les mêmes activités en montagne. Donc la statistique dans ces échantillons perturbés est assez difficile. Alors on a quand même essayé de voir si les avalanches étaient plus nombreuses. Et là on a constaté que non. On a une très grande variabilité à nouveau, mais pas de tendance qui se dégage. Et on a essayé de faire aussi des statistiques sur les facteurs qui conduisent aux avalanches, les gros redoux, les fortes précipitations, les périodes de transport de neige par le vent. Et là, on ne voit pas d'évolution notable au-dessus de 2000 mètres. Ok, bon, tout est stable. Martin Benniston, vous avez beaucoup travaillé pour le GIEC, vous êtes membre du GIEC. Les prévisions du GIEC à long terme, on ne parle plus de 1,5 ou 2 degrés, on parle d'augmentation de température beaucoup plus importante. Là, on pourra observer, enfin, à coup sûr, un impact sur ce qui se passe en Suisse, sur les glaciers, sur la neige. C'est quoi les augmentations aujourd'hui? On en est où? Bon, ça va vraiment dépendre des émissions de gaz à effet de serre entre aujourd'hui et la fin du siècle. Donc tout va dépendre si on va adopter un protocole post-Kyoto contraignant, puisque tout le monde espère qu'à Paris l'année prochaine on aura un accord, mais j'y crois pas trop. Bon, disons la fourchette c'est entre 2 et 6 degrés de réchauffement en moyenne planétaire, ce qui peut se traduire par une augmentation encore plus grande dans le milieu alpin. Localement, ouais. Localement, oui.
Je dirais, si on regarde certains événements ou certaines saisons qu'on a pu vivre, disons, dans un passé relativement récent, un climat du futur, ça sera typiquement les conditions qu'on a eues pendant la canicule de 2003. On pense qu'un été sur deux sera à peu près de cet ordre-là. Dans 100 ans ? D'ici le milieu ou la deuxième moitié du XXIe siècle. Et puis, les hivers, ils risquent d'être un petit peu comme celui-ci, quoi. Puisque la plupart des modèles climatiques s'accordent à dire qu'il y aura probablement plus de précipitations hivernales. Comme il fera plus d'eau, le niveau de la neige sera en moyenne plus élevé qu'aujourd'hui. Mais dès qu'on sera, comme disait Robert tout à l'heure, dès qu'on est au-dessus de 2000, 2200 mètres, si la neige reste, elle va s'accumuler encore plus qu'aujourd'hui. Et ce qui est, je veux dire, j'étais en Engadine au mois de janvier. Et là, il y avait déjà en janvier 2,5 fois la quantité normale de neige pour un mois de janvier. Donc ça veut dire que comme les vents venaient surtout d'un secteur sud-sud-ouest, c'était le sud des Alpes et l'Engadine qui prenaient en premier les précipitations. Et au-dessus de 1200, 1300 mètres, vous aviez énormément de neige, quoi. Donc, si vous voulez, neige absente en plaine, mais peut-être plus de neige à partir de, disons, 2000, 2500 mètres d'altitude. Ça, c'est vraiment un scénario tout à fait plausible pour le futur. Et on vit ça. On a vécu ça en 2006-2007, qui était l'hiver le plus doux de ces 150 dernières années. Je crois qu'on est le 3e hiver le plus doux cette année, d'après les statistiques de Météo Suisse. Donc, ça serait typiquement une récurrence de ce genre de situation qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et les catastrophes naturelles aussi plus importantes, avec ces événements météorologiques plus violents, ou ça, on n'en sait rien? En tout cas, pour la neige, il y a de fortes chances, puisque l'activité avalancheuse dépend très directement des quantités de précipitations et de leur intensité. Donc, si on a de plus en plus de fortes chutes de neige sur une période très courte, on risque d'avoir des crues avalancheuses qui soient plus fréquentes et surtout qui fassent plus de dégâts. Mais on pourra vivre à peu près, j'ai une dernière question, on pourrait vivre à peu près normalement avec une telle hausse des températures en Suisse? Oui, je pense que la Suisse, c'est de loin pas le pays qui sera le plus touché par les conséquences d'un réchauffement climatique tel que les spécialistes l'imaginent. Je crois qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés, déjà des pays à économie faible qui auront beaucoup moins de moyens de s'adapter au changement, des pays où les ressources fondamentales comme l'eau ou comme l'agriculture seront touchées en premier lieu, ce qui ne sera pas du tout le cas en Suisse. La Suisse restera ce qu'on appelle communément le château d'eau de l'Europe, même si le cycle saisonnier de l'eau sera peut-être différent de celui d'aujourd'hui. Il y aura encore suffisamment de ressources pour s'y adapter. Des pays comme le Niger, je ne sais pas, le Zimbabwe, le Kenya, des pays, comme je dis, qui ont déjà des problèmes aujourd'hui sur le plan économique et sur le plan environnemental, c'est ces pays-là qui seront vraiment touchés de plein fouet par les conséquences du changement climatique. Et d'un point de vue géographique, toutes les côtes avec l'augmentation du niveau des mers. Oui, et puis là aussi, il y a des différences par rapport à qui peut s'adapter à quoi. Je veux dire, les Pays-Bas qui sont déjà en train de construire des digues, de surélever leurs digues en prévision d'une hausse du niveau de l'océan. Un pays comme le Bangladesh, un des 30 pays les plus pauvres de la planète, n'a pas les moyens de se prémunir là contre, quoi. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous propose, si vous avez des questions à poser à nos invités, il doit y avoir un micro qui se balade. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous à propos de cette fonte des glaciers et de l'évolution du climat ici en Suisse. Non, voilà, monsieur. Le micro arrive. Pardon. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Il semble que les glaciers et les névés des Alpes sont en train de suffisamment baisser pour qu'il y ait des archéologues qui s'intéressent à aller chercher des objets, des vestiges qui restent de l'époque romaine. Alors ça pourrait montrer qu'aujourd'hui, les glaciers sont à un niveau similaire à l'époque, parce qu'après, on n'a plus pu passer dans ces cols. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, on sait bien que les glaciers ont fortement varié à travers les âges, ces derniers millénaires.
Et d'ailleurs, là où on peut pratiquer du ski d'été au-dessus de Zermatt, au col du Théodule, c'était un lieu de passage à l'époque romaine. Donc c'est clair qu'à un moment donné, les glaciers étaient beaucoup plus retirés qu'aujourd'hui. Et donc... Pourquoi ? On le sait. Simplement parce qu'on était dans un contexte d'un climat certainement beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, peut-être 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, qui s'est poursuivi jusque vers 1200-1300. Et ensuite, on a basculé dans ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui est une période très froide, très humide, qui a touché surtout l'Europe, mais une partie de l'Amérique du Nord aussi. Et on en est sorti au milieu du 19e siècle. Donc on a eu 5 siècles pratiquement, ou 4 siècles de températures extrêmement froides, de précipitations abondantes qui ont fait en sorte qu'on a eu des famines à répétition en Europe, puisque l'agriculture n'arrivait plus à suivre avec un climat très adverse. C'est là qu'on voit les premières migrations vers d'autres horizons, etc. Donc il y a toute une série de conséquences sociales et économiques qui sont liées aux fluctuations climatiques dans le passé. Et je crois que lorsqu'on parle du changement climatique aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé, dont on parle beaucoup, qui est très médiatisé. Ce qu'il faut voir, c'est que le climat peut basculer dans un mode chaud à un mode froid pour différentes raisons, fluctuation de l'énergie solaire, activité volcanique plus ou moins importante, etc. Et aujourd'hui, il y a en fait un nouvel acteur dans le jeu qui est l'acteur humain. Mais il est de loin pas le seul à permettre au climat de se réchauffer ou de se refroidir. Donc c'est quelque chose de relativement nouveau, disons depuis 50 ans ou un siècle, qui se greffe sur les éléments qui sont capables de faire évoluer le climat, les éléments naturels. Donc on ajoute un degré de complexité supplémentaire avec l'avènement des activités humaines, quoi. Mais du coup, pas de panique, enfin c'est la nature, on pourrait dire, c'est pas tout à fait la nature cette fois-ci, mais ça ressemble à des événements naturels qui se sont passés par le passé, puis on est toujours là. À cette différence près, c'est qu'il semblerait que la vitesse des changements induits par les activités humaines sont nettement plus rapides que ces fluctuations qui sont à l'échelle au moins de quelques siècles, voire de quelques millénaires. Ici, on est en train peut-être de changer le climat en l'espace de quelques décennies avec une même amplitude de changement de température que l'amplitude qu'il faut pour passer d'une période glaciaire, c'est-à-dire lorsque les grands glaciers étaient sur une bonne partie de l'Amérique du Nord, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Donc pour sortir de cette grande glaciation, on a dû rehausser les températures de l'ordre de 3, 4, 5 degrés en l'espace de peut-être 10 ou 20 000 ans. Là, on pourrait assister à un réchauffement de 3, 4, 5 degrés, mais en l'espace de moins d'un siècle. C'est ça la grande différence. Et pour autant, c'est grave, c'est plus grave. Oui, parce que beaucoup de systèmes qui peuvent s'adapter sur des changements sur la longue durée n'auront peut-être pas les capacités de s'adapter sur ce qui est essentiellement un choc thermique à l'échelle géologique, en tout cas, oui. Monsieur, vous aviez une question? Oui. J'avais d'abord une question un peu naïve. Est-ce que c'est facile d'observer les glaciers? C'est-à-dire le volume, les surfaces, je suppose que c'est facile avec Google Earth, mais est-ce qu'on a des bonnes données ou est-ce que les climatologues manquent de données sur les glaciers? Je pense par exemple, il y avait une petite erreur dans le rapport du GIEC précédent sur les glaciers de l'Himalaya. Est-ce que c'est dû aux mauvaises données? C'est difficile de savoir en fait combien. Première question. La deuxième question, c'est, j'ai lu dans le journal de l'Université de Genève de la semaine passée, du mois passé, que le glacier du Rhône recule depuis 100 ans, mais il recule moins vite depuis 50 ans que les premières 50 années. Est-ce qu'on a déjà est-ce que les modèles sont déjà assez précis pour avoir des idées sur ce qui se passe à cette échelle de 50 ans, disons? Voilà. Alors sur le volume déjà, mesure du volume? Oui, je peux peut-être apporter quelques éléments par rapport à votre première question, puisque j'ai participé à des mesures de glace sur différents glaciers. Il y a plusieurs techniques, évidemment. Il y en a une qui consiste à découper le glacier en unités de surface à peu près homogènes, à implanter des perches et à mesurer des variations d'épaisseur à différentes périodes de l'année, et en particulier au moment où le glacier est le plus bas, de manière à faire des comparaisons avec les années précédentes. Donc là, on peut à peu près correctement apprécier des masses, faire des bilans de masse et se rendre compte si le glacier a perdu ou au contraire s'il a gagné de la masse et du volume. Et maintenant, on a évidemment aussi les images satellites qui permettent de mesurer des surfaces. Donc, en ce qui concerne les glaciers alpins, en tout cas, pour les mesures de volume et pour les glaciers qui sont suivis, on a quand même une bonne précision.
Et concernant le glacier du Rhône, donc aurait plus fondu au début du siècle, du XXe siècle qu'à la fin. C'est pas tout à fait ça. Il faut voir la morphologie du terrain sur lequel le glacier se trouve. Lorsque le glacier se trouve sur une vallée en pente douce, il va prendre un certain temps pour reculer. Dès qu'il est dans une pente beaucoup plus raide, c'est là que le recul peut s'accélérer si les conditions le permettent. Et maintenant, le glacier du Rhône et d'autres glaciers similaires ont complété cette phase de recul dans la partie la plus raide. Et il se retrouve maintenant c'est plutôt géométrique que des changements de conditions climatiques, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Pour revenir aux impressions qu'on avait d'antan peut-être, ça me donne l'impression que les Noëls, par exemple, à l'époque étaient plus facilement blonds et que maintenant on se retrouve chaque fois avec des périodes à Noël qui sont plus chaudes et que le froid vient après. Est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que ça se vérifie? Est-ce qu'il y aurait on pourrait imaginer une espèce de décalage des saisons ou pas du tout? Peut-être que pour bien répondre, il faudrait vraiment regarder quel est l'endroit concerné. Peut-être que certains endroits, on a une tendance qui se dessine. Mais personnellement, moi, je n'ai pas tout à fait cette impression en me rappelant, par exemple, quand j'étais enfant, d'un Noël où j'étais excessivement déçu parce que j'attendais la neige, j'avais des skis neufs que je voulais essayer, et puis la neige ne venait pas. Et donc, j'ai les deux, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai les deux visions. Je me rappelle d'hivers bien enneigés, je me rappelle d'hivers secs. Je me rappelle aussi des 2 derniers hivers qui étaient bien enneigés. On avait beaucoup de neige à Noël. Donc là, on est un petit peu dans du subjectif, je crois. Moi, j'ai pas la perception d'une très grande différence. Mais peut-être que localement, là où vous avez vos références, peut-être que ça peut se vérifier. Martin Meniston. Je crois que si vous regardez les statistiques de météo suisse, en Suisse romande, disons à Genève ou à Lausanne, si vous avez 1 ou 2 hivers par décennie où Noël est blanc, c'est à peu près tout. Et ça n'a pas beaucoup changé depuis 50 ou 60 ans. Zurich, un peu plus continental, ça sera peut-être 3 hivers par décennie. Donc c'est quand même une minorité d'hivers qui sont enneigés juste le jour de Noël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu de la neige peut-être début décembre ou mi-décembre qui aura disparu, puis ça revient en janvier, par exemple. Mais le jour de Noël, c'est pas si fréquent que ça, c'est même plutôt l'exception que la règle. Donc c'est un peu votre perception. À moins que vous soyez, je sais pas, à 2500 mètres d'altitude quelque part dans les Alpes, et là, si vous n'avez pas de neige à Noël, là, ça devient grave, quoi. Oui, moi je vous répondais un petit peu aussi avec la référence plus haute altitude. Je réfléchissais à l'altitude 1500 mètres plutôt que l'altitude ville pleine. Ouais. J'aurais une question sur les facteurs régulateurs. Il y a des facteurs aggravants. Vous l'avez dit tout à l'heure avec la diminution de la banquise, moins d'albédo, plus d'absorption de chaleur. Ça, c'est un facteur aggravant. Il y a aussi des facteurs régulateurs qui viennent compenser. Et ces facteurs régulateurs commencent à être identifiés. Quels sont-ils? De quelle ampleur, jusqu'à quelle ampleur ils pourraient réguler cette hausse? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Là, c'est une bonne question, ça. C'est vrai que quand on regarde l'évolution actuelle et peut-être future du système, on se focalise surtout sur les facteurs aggravants parce que c'est sur cela qu'il faut peut-être essayer de contrôler quelque chose. Il y a certains mécanismes où vous pourriez moduler un petit peu la vitesse du changement. L'une qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 90 et je dirais jusqu'à il y a 5-6 ans en arrière, c'était essayer d'utiliser l'océan ou stimuler la vie dans l'océan, la vie dans les couches superficielles de l'océan pour stimuler l'absorption du carbone atmosphérique par les micro-organismes de type phytoplancton, etc. Donc la pompe de carbone que constituent les couches superficielles de l'océan.
Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer pomper suffisamment de carbone pour faire baisser les niveaux de carbone dans l'atmosphère et donc atténuer la courbe de réchauffement liée à l'amplification de l'effet de serre. Le problème, c'est que lorsque vous pompez trop de carbone ou de dioxyde de carbone dans l'océan, ça va se dissoudre dans l'eau, augmenter l'acidité de l'eau ça devient un acide carbonique, certes très léger, mais comme beaucoup de ces organismes marins sont en équilibre très ténu avec les conditions actuelles d'acidité, contenu en oxygène, nutriments, etc., un changement dans l'un ou l'autre de ces conditions pourrait complètement décimer ces organismes qui agissent comme un régulateur. Donc, l'idée de stimuler la vie océanique, qui paraissait une bonne idée au départ, ne paraît pas si bonne aujourd'hui. L'autre idée, toujours pour essayer de pomper du carbone, c'était de planter des arbres un peu partout où on peut. Et ça, c'est un effet retardateur, puisque pendant la période de croissance des arbres, vous allez certes absorber beaucoup de carbone, puisque c'est ça qui va permettre de fixer le carbone dans les cellules qui constituent la matière vivante des plantes et des arbres. Le problème, c'est que lorsque les arbres arrivent à maturité et commencent leur phase de sénescence et de mortalité, ils vont restituer ce carbone par décomposition. Donc, vous pouvez imaginer retarder ou ralentir la courbe de hausse du carbone dans l'atmosphère, mais à un moment donné, ça va pas être un effet nécessairement neutre, à moins que vous continuiez à planter des arbres pour garder un certain équilibre. Et puis bon, on parle aussi, ça serait typiquement une école comme les PFL ou les PFZ, une école d'ingénieurs, où on parle beaucoup de geoengineering, c'est-à-dire on essaye de compenser l'effet de serre amplifié par les activités humaines par des stratégies d'ingénierie, certaines qui réfléchissent même à mettre des miroirs géants dans l'espace pour réfléchir une certaine quantité d'énergie solaire qui pourrait permettre d'atténuer l'amplification de l'effet de serre dans les basses couches de l'atmosphère, etc. Bon, je pense que dans la réalité, ce qu'on va être obligé de faire, c'est un mix de différentes stratégies. La stratégie la plus simple, évidemment, étant d'essayer de couper le robinet d'émissions de carbone. C'est-à-dire, quand vous avez une baignoire qui est sur le point de déborder, vous pouvez très bien mettre des serviettes éponges un peu partout pour essayer d'absorber, mais le plus simple, c'est quand même de couper l'eau, quoi. Et le problème qui se pose avec ma petite analogie avec la baignoire qui se remplit, c'est que 80% des émissions de carbone proviennent du secteur des carburants fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, dans une moindre mesure gaz naturel, et on est tellement dépendant actuellement sur ces énergies-là, et quand on voit l'Amérique, les États-Unis, le Canada qui reviennent en force avec les pétroles et le gaz de schiste, on est loin de s'affranchir de ces énergies-là. Donc on est loin de résoudre le problème à la source, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a quelques années, on se disait, bon, dans 20 ans, de toute façon, il n'y aura plus de pétrole, donc le problème n'est pas grave. Et on a changé de point de vue. Je dirais depuis que je suis enfant, et ça fait un moment que j'entends toujours, oui, dans 30 ou 40 ans, on en est toujours là, quoi. Ouais, ok. Madame ? Bon, après. Initialement, dans ma question, je pensais plus à des mécanismes naturels. Typiquement, l'augmentation de la couverture nuageuse, aussi a un effet d'albédo dans l'autre sens que celui de la disparition de la banquise, ce qui pourrait atténuer l'augmentation de surface au sol. S'il y a plus de nuages, il y a plus de lumière qui réfléchit avant d'arriver sur Terre. Ça, c'est peut-être une partie de la réponse. Le problème avec les nuages, c'est qu'ils peuvent certes réfléchir l'énergie solaire, mais ils peuvent malheureusement aussi absorber l'énergie terrestre. Donc, typiquement, lorsque vous sortez le soir et que vous avez une couverture nuageuse, vous remarquez qu'il fait plus doux en général que lorsque le ciel est clair. Donc, c'est cet effet de couverture nuageuse qui peut piéger la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Ce qu'on veut faire, c'est effectivement essayer d'évacuer cette chaleur pour retrouver des températures ou pour infléchir la hausse des températures. Donc, c'est clair que les nuages jouent un rôle régulateur extrêmement important. Le problème, et je dois l'avouer honteusement, c'est que la communauté des physiciens du climat ne sont pas au clair si l'effet global, planétaire, d'une couche des nuages autour de la planète, c'est un effet refroidissement par effet de réflexion, un effet réchauffant par effet d'absorption, ou est-ce que les deux effets s'annulent? Donc là, on est vraiment un peu dans une impasse, et c'est une des grandes incertitudes actuelles dans les modèles de climat, par exemple.
Madame. J'ai une question à Robert Bolognesi. On voit les photographies des icebergs, il y a quelques oiseaux, donc c'est assez aquatique et glacial. Et puis j'aimerais retourner la caméra et puis voir le photographe maintenant. J'aimerais savoir, connaître une journée, avoir le récit d'une journée de Robert Bolognesi sur ces glaces, sur cette mer. Une journée qui n'a pas de nuit, comment est-ce qu'il fait pour manger, comment est-ce qu'il fait pour photographier, où est-ce qu'il met son appareil photo, comment est-ce qu'il marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée ? Oui, je peux essayer. C'est un peu difficile parce qu'effectivement, la journée est très longue, elle dure plusieurs semaines. Vu qu'à la période où j'ai fait ces images, on était dans le jour polaire, donc plus de nuit. Alors, pour faire ces images, d'abord, je faisais beaucoup de repérage pour savoir quelles seraient les belles compositions en fonction des lumières. Ensuite, je surveillais le temps. Et puis, je marchais beaucoup pour aller rejoindre ces points de prise de vue que j'avais pu repérer, de manière à faire les images que j'imaginais. Pour les appareils photo, on a le problème du froid. Donc il faut protéger les batteries. Donc ces batteries, je les sors des appareils, je les garde sur moi au chaud. Je charge l'appareil seulement au moment de faire les images et ensuite je range à nouveau les batteries pour les faire durer le plus longtemps possible. Souvent, j'attendais les lumières que j'espérais. Donc il y avait des longs moments d'attente entre les moments de déplacement. Ça pouvait être plusieurs heures. Où j'attendais que la lumière espérée arrive. Et puis cette lumière, elle n'est pas là en permanence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on a justement une couverture nuageuse, des temps qui sont plutôt gris, plus d'ombre et très peu de relief. Mais il y a toujours un moment où le ciel s'ouvre et puis là le soleil arrive. Et comme ce soleil est toujours très bas sur l'horizon, alors on a vraiment des très beaux contrastes. Alors il y avait aussi des longs temps d'attente qui ne sont pas du tout désagréables, évidemment. Et puis des fois, il y avait des échecs, c'est-à-dire que j'espérais voir tel ou tel paysage à tel moment, en comptant l'heure, en imaginant la position du soleil. Puis finalement, les nuages ne s'ouvraient pas, puis il n'y avait pas de soleil. Puis plusieurs heures après, je me retournais vers un autre point, en me disant que je reviendrai un petit peu plus tard. J'avais du matériel de montagne, j'avais mon sac à dos, j'avais de quoi être autonome comme on peut l'être ici en montagne. Et donc, j'avais pratiquement aucune contrainte matérielle, horaire. Je pouvais me déplacer vraiment à ma guise, uniquement pour essayer de capter ces belles ambiances et ces belles lumières. Bon, merci de nous avoir fait rêver. Juste avant de terminer, quelques livres. Ils sont lourds. De nos invités, de Martin Benniston, changement climatique et impact, toute l'évolution en fait du climat en Suisse et ailleurs. Adieu glaciers sublimes, ça c'est justement toute l'histoire des glaciers en Suisse qui sont petit à petit en train de disparaître sous un format plutôt petit. Et puis il y a un très joli livre sur les glaciers des Alpes, du Rhône au Mont-Blanc en l'occurrence, justement de l'évolution depuis quelques centaines, voire quelques milliers d'années, puisqu'il y a des vieilles gravures dedans. Et puis, pour terminer, le livre de l'exposition, vous pouvez nous en dire juste un mot ? Robert Bolognesi, vous êtes l'auteur ? Oui, c'est un livre essentiellement d'images et qui commence quand même par un cahier de texte qui donne quelques informations, en particulier sur les lumières. J'ai fait quelques calculs sur les élévations du soleil, sur tout ce qui touche à la lumière et qui est très très particulier, qu'on n'a pas chez nous. Par exemple, le crépuscule dure des heures, alors que chez nous c'est juste quelques minutes. Il y a beaucoup de phénomènes particuliers dus à la haute latitude. Donc il y a d'abord du texte pour expliquer toutes ces choses-là, et ensuite seulement de l'image. Voilà. Et c'est très beau comme votre exposition. Et également la revue Météo Magazine que vous éditez chez Météo Risque. Voilà. Oui, et qui est disponible ici à l'EPFL pour les gens qui sont intéressés. Donc vous pouvez venir vous servir à l'accueil et vous aurez donc quelques-unes des images et beaucoup d'autres articles sur les icebergs, puisque ce numéro était consacré à ce thème précisément. Voilà, un portfolio avec effectivement des très belles images. Merci encore Robert Bolognesi, Martin Benniston pour toutes ces explications. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci.